Philippe Grasso, bonjour. Vous êtes président des entreprises éducatives de l'emploi ou pour l'emploi. Et vous avez commandité très récemment une enquête assez sérieuse avec Galileo et du service, hein, deux des entreprises éducatives de l'emploi qui en font partie. Une enquête assez costaud sur l'alternance. Alors, on va parler de cette enquête évidemment après, mais juste reprécisez-nous ce qu'est ou ce que sont ces entreprises éducatives de l'emploi. Merci Nicolas. Mais les entreprises éducatives pour l'emploi, c'est le regroupement des principaux groupes d'enseignement privé en France. Donc nous sommes 12. Nous existons depuis maintenant 4 ans. C'est une association qui a été créée dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat sur ce secteur d'activité et de mettre en valeur la qualité entrepreneuriale des individus qui composent aujourd'hui ces groupes et la direction de ces groupes. Ça a été la première idée. La deuxième idée, c'était de dire effectivement que compte tenu de l'importance que prenait le privé de manière générale dans l'enseignement supérieur et l'enseignement tout court, j'ai envie de dire, dans ce cadre-là, il fallait que nous travaillions aussi sur la régulation et sur la qualité au niveau de nos établissements pour en assurer la pérennité. Alors justement, on va parler qualité, puisque c'est un des sujets de l'actualité de l'enseignement supérieur. Vous avez donc commandité cette enquête, je crois auprès de... Il y a eu 3000 répondants. Alors d'abord, pourquoi vous avez fait cette enquête? Et puis finalement, quels en sont les principaux résultats? Alors nous avons fait cette enquête parce que la qualité est un sujet important à l'heure actuelle. On essaye souvent d'opposer enseignement privé, qualité, et notamment avec le développement de l'apprentissage. Et donc nous avons voulu constituer une base de données, d'épreuves, pour analyser finalement ce qu'était la qualité dans nos groupes. Et pour ça, nous avons travaillé avec deux groupes importants dans le cadre de notre association Les 3E, qui sont, comme vous les avez nommés, Galileo et du Service. Je suis aussi président du groupe et du Service, ce qui n'empêche pas effectivement qu'on ait été, je dirais, totalement examinés. En tous les cas, nous avons répondu donc à ces enquêtes, de manière effectivement à montrer sur des éléments totalement factuels, ce qu'était le ressenti des élèves, de nos apprentis, comme de nos étudiants, dans le cadre de l'alternance, et pour remonter tous ces éléments de qualité. Voilà pourquoi nous avons fait cette étude, qui a été une étude pour nous très importante, parce qu'elle a été conduite par un organisme de référence, qui est l'organisme Harris, et sur un échantillonnage qu'ils ont eux-mêmes déterminé avec leur méthode. Et donc les résultats sont des résultats très probants, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on montre que tous les éléments de qualité sont réunis dans notre enseignement supérieur privé, j'ai envie de dire, et ce qui est pour nous une grande satisfaction. Est-ce qu'on pouvait en douter? On peut en douter. On peut en douter parce que dans le privé, de manière générale, l'initiative privée que je prône fondamentalement, puisque moi-même je suis à l'origine, je suis un entrepreneur dans l'enseignement et dans l'éducation, peut laisser effectivement rentrer ou peut laisser, je dirais, agir des entrepreneurs ou des gens qui se lancent sur le secteur d'une manière qui peuvent effectivement porter à confusion, en tous les cas toucher notre secteur d'activité. Donc, la régulation, je pense, de ce secteur est un point important. Les enquêtes, les études sont des points importants, parce que nous sommes dans une phase de construction, finalement, de l'enseignement privé qui s'est développé ces dernières années d'une manière extrêmement importante. Je crois 25%. 25%, même 26%, certains disent 26%, dans lequel, effectivement, il faut voir quelle est la part de chacun dans cet ensemble-là. Mais enfin, on peut dire, effectivement, 26% de l'enseignement privé, ce qui veut dire que la demande des jeunes et des familles est très importante pour cet enseignement. Et donc, à partir du moment où vous avez cette taille et cette importance sur le secteur, il est normal qu'on y regarde à deux fois et qu'on regarde quels sont les acteurs. Et qu'on puisse aussi sévir et aller à l'encontre des gens, effectivement, qui ont des pratiques ou malhonnêtes. La plupart du temps, c'est pas malhonnête, mais j'imagine que des jeunes personnes ou des entrepreneurs qui lancent sur le secteur, ne le connaissant pas, ont envie, effectivement, de faire connaître ou de développer leur expertise, mais fondamentalement, ils le font en dehors de tout cadre, et ça, c'est pas acceptable. Alors, il semble quand même que ce soit effectivement le développement très important de l'apprentissage, de l'alternance, qui soit à l'origine finalement d'une grande partie de ces problématiques. Oui, c'est exact. L'apprentissage a été, et notamment la loi de 2018, a été une révolution dans le secteur. Elle a été aussi couronnée de succès dans un temps extrêmement court, par une libéralisation effectivement du secteur d'activité. Et là, dans ce cadre-là, on a eu un angle mort qui a été créé entre, d'un côté, le développement de l'apprentissage boosté par le ministère du Travail,
Calliope, France Compétences, et de l'autre côté, l'enseignement supérieur classique, traditionnel, qui lui aussi est venu à l'apprentissage, mais avec, j'ai envie de dire, une structure totalement différente. Et entre les deux, il n'y avait pas de communication, quelque part. Et donc, un certain nombre d'acteurs se sont engouffrés dans cet angle mort. Cet angle mort est en train d'être corrigé à l'heure actuelle. Et, la volonté de nos gouvernants aujourd'hui est de réunir ces deux blocs pour créer quelque chose autour de la professionnalisation, ce qui est quelque chose d'extrêmement important parce que, à la manière d'une fermeture éclair, ça va réunir deux secteurs, finalement, deux ensembles qui doivent travailler ensemble. Et donc, c'est pour ça que l'apprentissage, à la fois, est un très fort développement, mais dans le cadre de ce très fort développement, il est nécessaire, effectivement, aujourd'hui, de classifier et d'ordonnancer tous les acteurs qui œuvrent dans ce cadre-là. Alors, puisque vous parlez de professionnalisation, il y a un titre qui est un petit peu au centre, finalement, des discussions, qui est le titre RNCP, sur lequel, finalement, il y a un certain nombre de discussions, puisque, voilà, certaines écoles pensent que le titre RNCP est accordé parfois trop largement, ou peut-être trop facilement. C'est faux. Je crois que les titres RNCP, ce qu'on appelle le répertoire national des certifications professionnelles, puisque ce sont des titres qui certifient des compétences dans ce cadre-là, tous ces titres-là font l'objet d'enquêtes et d'un travail extrêmement sérieux dans la définition pour proposer ces titres au ministère du Travail. Toute la démarche de qualité, drivée par le France Compétences, est extrêmement complexe. Et aujourd'hui, on vous dira, et France Compétences vous dira par la voix de son directeur général, qu'il est ravi que, je ne sais plus combien, 60% des demandes de titres tombent, c'est-à-dire n'aboutissent pas. Donc, il y a C'est un chiffre qui n'est pas tellement connu. Et c'est important, mais dernièrement, j'étais dans une réunion qui réunissait justement le ministère du Travail et l'enseignement supérieur, et j'étais surpris de voir que ce chiffre n'était pas connu. Et il a fallu que le directeur général en parle pour qu'on se dise « Ah mais oui, au fait, c'est vrai ». Donc, ce sont des éléments qui sont très importants. Le niveau de qualité du RNCP dans sa branche professionnalisation est un niveau extrêmement élevé. Les critères sont très, très élevés. Et même, je dirais, si ces critères étaient appliqués globalement à d'autres formations, à l'université, à d'autres organisations de ce type, je ne suis pas sûr qu'ils obtiendraient la qualification. Il y a un point qu'on n'a pas précisé. Combien d'étudiants représentez-vous sur l'ensemble de ces entreprises éducatives? À peu près 200 000 étudiants en France. Ce qui est quand même un chiffre à peu près assez 200 000 considérable. étudiants. Vous avez parlé tout à l'heure de régulation nécessaire. Alors qu'entendez-vous par cette régulation? Parce qu'en fonction de la position que l'on peut adapter, on peut avoir des régulations très très autoritaires ou des régulations plus souples. La première des choses, c'est que je pense qu'il faut qu'il y ait une autorégulation du secteur de ce que nous représentons. Et je pense que les entreprises éducatives pour l'emploi, par le poids qu'elles ont économiquement et par le poids de leurs investissements aussi, peuvent être un acteur de cette régulation. Et je pense que c'est très important que les acteurs principaux d'un secteur d'activité puissent s'emparer à la manière d'une conférence de ces éléments de régulation de manière à eux-mêmes à structurer effectivement leur offre. Ils y ont tout intérêt parce que les enjeux économiques, les enjeux de qualité, les enjeux d'image sont extrêmement importants dans notre secteur. Donc je pense que là, il y a un élément d'autorégulation très important et je proposerai d'ailleurs que les 3E puissent être un des acteurs de cette régulation, la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut que, dans le cadre de cette régulation, notre secteur d'activité se mette au diapason, finalement, de ce qui se passe sur le secteur, et notamment du HCRS. Je pense que le HCRS, la haute autorité qui aujourd'hui valide cet ensemble-là, doit être aussi, pour nous, l'élément de référence. Donc, il y a deux choses dans la régulation. Il y a l'autorégulation que nous pouvons mettre en place en tant que conférence, et deuxièmement, le fait de se mettre sous l'égide du HCRS, qui nous permettra effectivement, quelque part, de qualifier cette régulation et d'avoir les éléments les plus importants à développer. Alors justement, si vous étiez aux manettes du pouvoir, quelle est la première mesure que vous prendriez dans le cadre de cette régulation que vous souhaitez? Ouais, je crois que la première mesure, c'est que j'harmoniserai aujourd'hui tous les éléments qui existent dans Calliope et tous les éléments qui existent effectivement aujourd'hui dans les autres organisations, et j'ai envie de dire que ce soit la CGE ou d'autres éléments, ou le HCRS, et le HCRS à mon avis est très important dans l'ensemble, pour faire en sorte de réunir tous ces éléments-là. Et
si nous parlons en particulier de l'apprentissage, qui est un élément extrêmement important, économiquement très important aujourd'hui dans tout le secteur d'activité, dans notre secteur d'activité, je crois qu'il est nécessaire aussi d'instaurer une autorité de l'apprentissage qui permette effectivement de véritablement définir une voie politique de la professionnalisation qui nous manque aujourd'hui. Et une certaine autorité qui permettrait effectivement de guider toute la construction qui aujourd'hui va tourner autour de ce qu'on appelle l'alternance, et dans lequel vous avez l'apprentissage, dans lequel vous avez les contrats pro, dans lequel vous avez aussi les stages, qui sont tous ces éléments-là, tout ce qui va constituer l'enseignement supérieur professionnalisant, pour tracer la voie et définir une véritable politique à long terme de ces éléments. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative dont on parle actuellement, qui serait de créer un nouveau label? Et je pense que ça va dans le bon sens. Alors, un nouveau label. Je crois que qui est le plus important, c'est effectivement cette notion de régulation et cette notion de qualité. Alors, le label qui doit aller vers aujourd'hui la sanctuarisation de l'aspect professionnalisant. L'aspect professionnalisant est très très important dans les études. Pourquoi? Parce qu'il demande une démarche pédagogique tout à fait particulière. Et c'est cette démarche pédagogique qu'il faut aujourd'hui instaurer. Beaucoup s'en réclament. Tout le monde fait de la professionnalisation aujourd'hui. Mais finalement, quand on regarde ce qu'est la pédagogie de la professionnalisation, on peut en douter. Donc il faut véritablement là définir un chemin qui permette de qualifier ce qu'est la professionnalisation. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir et d'optimisme. Je pense que le travail qui est en cours et qui est en train de se réaliser entre la DGCIP, DGCIP, donc ministère de l'Enseignement supérieur si vous préférez, le ministère du Travail au niveau de France Compétences, la DGEFP, donc l'enseignement qui est l'organisme qui chapeaute un peu France Compétences, tout ça me fait dire qu'il y a une véritable volonté d'aboutir, une vision, et donc j'ai envie d'avoir beaucoup d'espoir pour me dire effectivement qu'on va déboucher enfin sur un travail collectif et un travail dans lequel on s'écoute, partenariat entre le public, le privé et tout ce qui la compose pour faire en sorte véritablement de créer une véritable voie qui soit une véritable voie d'excellence dans le cadre de la professionnalisation. Ce qui fera une des branches alternatives de l'enseignement supérieur, entre d'un côté vous aurez la recherche et de l'autre côté vous aurez l'efficacité de la professionnalisation. Et ces deux secteurs doivent être aujourd'hui deux voies de réussite et deux voies d'excellence. Et c'est sur quoi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je base tous mes espoirs sur la construction de ce label. Je voudrais revenir quand même sur un point. Aujourd'hui, dans le débat, on entend parler de l'enseignement supérieur public et puis de l'enseignement supérieur privé, mais on a l'impression qu'il y a plusieurs enseignements supérieurs privés. Il y a celui des ESPIG, il y a celui des grandes écoles membres de la CGE qui ne sont pas forcément ESPIG, il y a les entreprises éducatives pour l'emploi, et puis il y a les autres. Mais est-ce qu'il y a autant de réalités différentes sur l'enseignement supérieur privé? Vous avez en réalité... non, il n'y a pas tellement de différence. Si je reviens à ce que j'étais en train de vous dire auparavant, vous avez d'un côté la construction sur une base académique, on va dire, sur lequel la notion de recherche est fondamentale, mais pas seulement la notion de recherche. Il y a aussi toute la définition de tous les critères internationaux, ce qu'on appelle les certifications internationales. Et cette certification internationale, dont tout le monde a entendu parler, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais CSB, toutes ces références-là, sont des références qui nous viennent des pays anglo-saxons en réalité. Elles ne sont pas françaises, ce n'est pas l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur qui les a créées. L'enseignement supérieur ne les connaît pas. Ces certifications sont connues d'un certain type d'écoles, dont ce qu'on appelle les grandes écoles, notamment les grandes écoles de commerce, dans ce cadre-là. Et donc, ils se sont calés sur deux modèles. Un modèle qui se rapproche de l'université, parce qu'en France, c'est important d'avoir l'imprémature universitaire, et de l'autre côté, le modèle anglo-saxon, par le biais de toutes ces certifications. Donc ça, c'est un ensemble, un certain modèle que tout le monde connaît. Si je vous cite des écoles comme HEC, ça appartient à ce modèle. C'est celui-là. Il a été créé à l'origine par les chambres de commerce, d'une part, mais aussi par l'enseignement catholique, d'autre part. La partie chambre de commerce a créé ce type d'enseignement qu'aujourd'hui on retrouve principalement dans la conférence des grandes écoles. De l'autre côté, l'enseignement catholique, c'est plutôt la physique aujourd'hui, dont on voit et dont on connaît effectivement aujourd'hui les revendications, plus exactement les positions. Et puis à côté, ont été créés à partir des années 80
par le biais du développement des compétences, la notion de compétences et notamment de VAE aussi, c'est-à-dire comment pouvons-nous faire pour amener des gens à une certaine compétence sans qu'ils soient obligés de suivre tout le cursus entier d'une formation académique. Ça a été créé avec le RNCP. Et donc vous avez eu finalement une alternative professionnalisante qui s'est créée par rapport au premier schéma, qui était un schéma basé soit à l'académie française, soit ce qu'on pourrait appeler l'influence académique anglo-saxonne. Et ça a été ce chemin qui a été créé par France Compétences. Et le fait nouveau, en réalité, ça a été la loi de 2018 et l'ouverture finalement à l'apprentissage, où là, ça a créé un déséquilibre concurrentiel. Pourquoi ? Parce qu'on a permis effectivement à des acteurs de faire leur métier avec des certifications, dans ce cadre-là, qui venaient effectivement en concurrence au schéma académique traditionnel. Et le public, qui a vu effectivement l'offre nouvelle qui était proposée, et notamment son efficacité, et la preuve en est l'enquête que nous avons faite réaliser par Harris, son enquête se sont engouffrés effectivement dans ces possibilités, dans ce cadre-là. D'autant que l'apprentissage, la modalité de l'apprentissage était quelque chose qui était développé par nos écoles depuis bien longtemps au travers du contrat de professionnalisation. Philippe Grasso, pour conclure cet échange, quelle prochaine étape pour les entreprises éducatives de l'emploi ? La prochaine étape, c'est de participer à la régulation, comme nous le disions, de l'enseignement supérieur privé. Je pense que c'est un élément important. J'en parlais récemment avec le HCRS et je pense que c'est une voie très importante que nous puissions instaurer cette autorégulation chez nous et travailler effectivement avec toutes ces entreprises et toutes ces écoles qui portent aujourd'hui le secteur d'activité pour faire en sorte à la fois de valoriser cette expertise qui est une expertise française, il ne faut pas l'oublier. Au niveau international, nous sommes reconnus en tant que tels à ce niveau-là. Et le RNCP est plébiscité par beaucoup de pays, comme notre qualité académique dans ce cadre-là. Donc véritablement le développer et assurer la pérennité de notre secteur. Philippe Grasso, merci. Merci à vous.